Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui avec Amine, mon frérot Amine, que je vais introduire tout à l'heure, mais juste avant, voilà, c'est une vidéo sur laquelle on va revenir sur le Real Madrid. Je vous ai dit que cet été, on va essayer des choses. On va essayer de parler du Barça, du Real, d'autres clubs, avec ce qui s'est passé contre le PSG, Real Madrid-PSG, hier ou avant-hier, au moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà, c'était l'occasion aussi de revenir en mode débat avec un fan neutre aussi, qui n'est pas supporter du Real ni du Barça, pour revenir sur tout ça, faire une discussion, parler, tout ça. Du coup, l'occasion était belle. On va aujourd'hui discuter avec Amine du Real Madrid. Je vous présente Amine, fan de la Juventus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne YouTube. Il parle de la Juve, mais pas que. Il y a le Real Madrid aussi. Il a fait d'ailleurs le débrief du match Real Madrid-Juventus. Je te laisse te présenter, Amine. Ben merci beaucoup déjà pour l'invitation. Bonjour à tous, bonjour à la communauté barcelonaise aussi, très belle communauté. Ben écoute, moi voilà, fan de la Juve, hein, comme tu l'as dit, et je trouve là où c'est intéressant, c'est que je peux donner mon point de vue du coup d'une manière neutre, en fait, sans vraiment prendre parti ni pour le Barça ni pour le Real. Et du coup voilà, j'essaierai d'être le plus objectif possible. Mais en tout cas, il y a énormément de choses à dire sur cette rencontre, parce qu'on a vu des choses hier, on a réagi sur ta chaîne Twitch en direct live, on a vu des choses qui sont clairement catastrophiques. Donc voilà, il y a matière aujourd'hui. Mais merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Massiad. Ça me fait plaisir, mon frérot. Donc, les amis, juste avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Pour trouver le site dans la description. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. N'oubliez pas que vous trouverez les maillots de la nouvelle saison aussi. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. Pour avoir les maillots gratuits, la procédure se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez 18% de rabais sur la totalité de vos achats. On retourne au problème du Real Madrid avec mon frérot Amine. Déjà, Amine, comment est-ce que tu as vécu ce match? On l'a vécu, pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, ça se passe sur Twitch. On a fait un live Twitch avec Amine où on commentait le match, réaction en direct. C'était la 8 watch de la soirée. Donc, Amine, comment est-ce que tu as vécu ça, toi? Ça faisait longtemps que depuis la finale de l'Inter, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une équipe, un match avec autant de déséquilibré. Honnêtement, j'ai vu le Real Madrid se faire rouler dessus, vraiment dans tous les compartiments du jeu, que ce soit offensivement, défensivement, ils étaient complètement à la rue. Donc ça, limite, c'était assez rigolo. Franchement, on va pas se mentir. Moi, c'est hier, on s'est tapé des bonnes barres parce que, enfin, il y avait une galaxie d'écart entre le niveau des deux équipes. Donc c'était une belle déculotté hier soir, si on doit dire les termes. Il y a eu un beau 4-0 qui aurait pu largement se terminer en un score beaucoup plus lourd que ça, parce qu'on va le rappeler que Thibaut Courtois a été vraiment très bon hier soir, malgré le fait qu'il a encaissé 4 buts, et l'arbitre aussi, il a été généreux puisqu'il a accordé 0 minutes de temps additionnel. Donc voilà, à la 90e, il a renvoyé les deux équipes au vestiaire. C'est pour dire à quel point même le Real a fini par peiner l'arbitre, alors que on connaît cet arbitre généralement, voilà quoi, il est plus favorable côté madrilène que voilà, donc il a été peiné, il a donné 0 minutes de temps additionnel, donc ouais, belle déculottée hier soir, très belle quand même. Ouais, mais c'est ça, c'était limite choquant à voir. On l'a vécu en direct. On se disait quand même que le PSG de base était supérieur au Real Madrid avant le début du match, mais honnêtement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une si violente fessée dans le jeu et aussi au score, au niveau du score, parce que honnêtement, les gens ils voient 4-0. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match, ils vont se dire bon, 4-0. Le Barça aussi a gagné 4-0, mais il y a des 4-0, tu vois, parce que moi je me rappelle lorsqu'on bat le Real 4-0 au Bernabeu, en première période, le match était très équilibré. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Après, bien sûr, il y a eu le 5-2 aussi en Supercopa, où là c'était vraiment domination totale. Sans le rouge, ils se prennent un 8, un 9, un 10. Tu vois, et il y a eu aussi la première mi-temps de la finale de la Copa où là encore ils se sont fait rouler dessus dans le jeu. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais est-ce qu'on se dit pas par là aussi que ça arrive au pire des moments pour Xabi Alonso, dans le sens où le mec il arrive déjà, on va parler des individualités tout à l'heure. Moi je veux qu'on se focalise d'abord sur Xabi Alonso. Qu'est-ce que cette défaite là elle peut avoir comme conséquence directe pour son début de carrière au Real Madrid? En vrai, disons que
Déjà, il arrive dans un contexte assez particulier puisque cette Coupe du Monde des clubs est inédite. C'est la première fois qu'on la vit. Enfin, dans ce format-là, en tout cas, dans ce format de tournoi allongé, on va dire. Donc, ouais. Il a pas vraiment eu le temps de bosser, on va dire ça. Il a pas vraiment eu le temps de bosser parce que ce que Xabi Alonso essaye d'inculquer à ce Real Madrid là, c'est des choses qui ne sont pas du tout ancrées dans l'ADN du Real Madrid. Jouer de cette manière-là, avoir un pressing haut qui a été carrément quasi inexistant hier, avoir une ligne défensive aussi haute, avoir le ballon et tenter des constructions, ce n'est pas ancré dans l'ADN du Real Madrid. L'ADN du Real Madrid, c'est plus un jeu en contre, balancer le ballon à Vinicius ou Mbappé, et les gars, voilà, prenez-les de vitesse, courez, poussez la balle, marquez des buts. C'est plus ça. Voilà, c'est plus ça que le Real Madrid fait depuis plusieurs saisons maintenant, on va pas se mentir. Donc voilà, Xabi Alonso, je pense qu'il a pas forcément eu le temps de vouloir mettre en place ses idées à lui, mais on peut un petit peu critiquer le choix de Xabi Alonso parce que c'est sûr que normalement quand tu viens au Real Madrid, tu dois être prêt. C'est une équipe qui doit gagner maintenant le Real Madrid. C'est une équipe qui laisse que très peu de temps à des entraîneurs de faire leurs preuves sur plusieurs saisons. Et ce type de jeu-là que Xabi Alonso essaie d'ancrer à ces joueurs-là, c'est des choses qui prennent énormément de temps. C'est quelque chose qui doit se faire, c'est un travail de longue haleine. C'est pas un travail qui se fait sur 2-3 mois, tu vois, parce que c'est complètement bouleverser l'entité et l'ADN de football que le Real procrée depuis plusieurs saisons. Donc alors, ça va peut-être certainement pas le mettre en danger, malgré tout ça, malgré tout ce que j'ai dit, parce que ça reste quand même un super coach. On le sait qu'il a des qualités, on sait que voilà, son football a été plaisant à voir, surtout au Bayer Leverkusen. Mais encore une fois, ces joueurs-là ne sont pas forcément adaptés, enfin, à part peut-être quelques exceptions, peut-être comme Arda Güler, Bellingham, ils peuvent jouer au ballon. Pour moi, ils peuvent jouer au ballon. Mais il y a des joueurs qui pour moi, ne sont pas du tout compatibles avec le style de jeu que Xabi Alonso veut c'est ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai sorti une vidéo lorsque Xabi Alonso venait de signer au Real Madrid. Une vidéo, les gens pourront la retrouver d'ailleurs dans ma liste de vidéos YouTube qui sont sorties il n'y a pas si longtemps, où je posais la question avec un angle: est-ce que le Barça devrait avoir peur du Real de Xabi Alonso, dans le sens où ils font un recrutement, on va dire, plus ou moins cohérent avec Hussein, avec Arnold qui vient gratuitement, quoi qu'on en dise, ça reste un transfert gratuit, donc forcément ça reste une bonne pioche par rapport à la qualité du joueur que c'est, et donc je me demandais où est-ce que Xabi Alonso allait potentiellement rencontrer des problèmes. Et je pense que ce n'est un secret pour personne, c'est de réussir à faire courir les individualités. Mais avant même d'en arriver aux individualités, on parle beaucoup de Xabi Alonso. Tout à l'heure, on a dit que le cadre, l'institution Real Madrid, c'est pas un environnement pour tester des choses, pour arriver, entre guillemets, prendre ses valises, se poser, etc. Et du coup, lorsque tu arrives et que le problème, il est beaucoup plus institutionnel peut-être que sportif, parce qu'on va pas se mentir, là on parle de Alonso, mais est-ce que le problème ne vient pas de plus haut? Est-ce que c'est pas une question de folie, de grandeur du président qui veut créer une sorte de galactique 2.0 qui les mène à ceci? Moi, je voulais te ramener à Florentino Pérez aussi. Il y a tout ça. Est-ce que tu crois que c'est tout peut être imputé à Alonso comme ça de suite après un début catastrophique, en tout cas en termes de résultats comme ça? Très honnêtement, c'est dur d'aller taper un peu plus haut parce que Florentino Pérez, je pense qu'il a pris la bonne décision cet été de se débarrasser d'Ancelotti, enfin, comme un accord, du coup, il est parti entraîner la sélection brésilienne. Est-ce que maintenant, il est le principal fautif de ce qui se passe sur le terrain? Je ne pense pas. Là où pour moi il y a eu des erreurs, et c'est des erreurs de casting, et on verra ça plus tard dans la vidéo, mais il s'est focalisé, il a perdu énormément de temps sur des joueurs qui n'étaient pas forcément, qui voulaient peut-être rejoindre le Real Madrid, mais que voilà, vis-à-vis de leur club respectif, ils pouvaient pas le faire de suite. Donc c'est vrai que ça lui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais aujourd'hui, l'incriminer à lui pour le rendement des joueurs sur le terrain, je pense que il y a les fautifs, les premiers coupables pour moi sont les joueurs d'abord sur le terrain, certains leur ego, on en parlera encore après, plus que ce que Florentino Pérez a fait, parce que Florentino Pérez, si on regarde les joueurs individuellement, c'est des bonnes pioches, c'est des bons joueurs qu'il met à disposition de Xabi Alonso. Après, pour moi, l'erreur de casting, il y a eu des erreurs de casting, que ce soit en termes peut-être de coach et en termes de joueurs, pour moi ça c'était compliqué, beaucoup plus compliqué, oui. En fait, là, quand je parle d'erreur de Florentino Pérez, c'est peut-être plus pas parce que sur le terrain, c'est le coach qui est censé effectivement faire jouer les joueurs, de mettre en place la tactique, tout ça, on est d'accord. Moi, en fait, où est-ce que je voulais amener la question, c'est plus, est-ce que sa folie des grandeurs d'aller chercher un joueur
qui déséquilibre, entre guillemets, on va en parler tout à l'heure, on va en parler de Mbappé tout à l'heure. Parce que là, tu vois, c'est facile de tomber sur Alonso, c'était facile de taper sur Ancelotti, mais est-ce que Ancelotti ne s'adaptait pas en fonction des joueurs qu'il avait? Parce que Ancelotti, avant que Mbappé n'arrive, le mec, il est champion d'Europe. Le mec, il fait gagner le Real la Liga. Le Real est une équipe un peu plus équilibrée. Tu vois? Donc, aujourd'hui, te taper sur Alonso et de dire que oui, tactiquement, si, mais peut-être qu'il essaye juste de faire en fonction de ce qu'il a en main, en fait. Après, ça peut paraître fou de dire ça comme ça parce qu'on parle du Real. Avec la qualité, justement, des joueurs du Real. Tu as du Bellingham, tu as du Valverde, tu as peut-être le meilleur gardien du monde, Courtois. Tu as, je veux dire, des monstres à quasiment tous les postes. Donc, forcément, lorsque tu es supporter ou même neutre, tu t'attends à largement plus. Mais le football, on sait que c'est pas que une somme d'individualité. On sait que s'il n'y a pas d'équilibre, ça peut être extrêmement compliqué. Tu vois? Donc, moi, c'est pour ça que je voulais faire rentrer Florentino Pérez dans l'équation, tu vois? Donc, c'est dans ce sens-là que j'en parlais. Mais bien sûr, c'est ce que je disais. L'erreur de casting, pour moi, ça a été sur des joueurs plus que sur le coach, tu vois. L'erreur de casting, très honnêtement, avoir insisté tant et tant d'années, on va le citer, pour aller chercher Mbappé. Et aujourd'hui, il a un petit peu le cul entre deux chaises, si je peux dire, parce que il a tellement galéré et les supporters de Madrid aussi, ils ont tellement attendu pour l'avoir qu'aujourd'hui, il est dans une position très délicate, Florentino Pérez, parce que Mbappé, il lui court après depuis plusieurs années maintenant. Donc, aller critiquer maintenant de lui-même, dire ouais, on s'est trompé sur Mbappé, ce serait se tourner au ridicule. Ça serait complètement se tourner au ridicule, tu vois ce que je veux dire? Aveu de faiblesse, exactement. Casting, ça serait, Au-delà de la faiblesse, c'est carrément ridicule parce qu'en gros, ça voudrait dire que tu as perdu tellement de temps, tellement d'énergie. Mbappé a maintenant un contrat en or en plus. C'est pas un joueur que tu as fait venir en lui offrant 3 cacahuètes. Il a un contrat en or avec le Real Madrid. Et dire ouais, mais en fait, au final, on n'aurait pas dû le faire. Ça serait fermeture du stade. ça serait rien jouer. Les gars, vraiment, remettez les clés. Ça serait complètement dramatique. Après, bon, on parlera de son cas plus précisément un peu plus tard, mais bon, c'est compliqué, Bah justement, on va en parler, on va en profiter pour faire la transition sur les individualités. Pour toi, c'est quoi le plus gros problème du Real Madrid aujourd'hui? Alors, le problème qu'il y a au niveau du Real Madrid, déjà, collectivement, et Xabi Alonso, il y a un problème avec ce qu'il demande à ses joueurs. Je sais pas si on aura l'occasion de revenir sur ces moments-là du match un peu plus tard, mais déjà, là, il y a un problème avec les joueurs. Après, si on doit parler d'individualité, il y a des joueurs qui ne sont pas compatibles ensemble, tout simplement. Tout simplement. Et moi, j'aimerais te montrer rapidement une image, si tu me le permets, frérot Massiane, si tu me le permets. Rapidement, je te montre une image. C'est ta chaîne ici, donc habitue-toi, tu vas revenir plus souvent ici. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Amine, les amis, je vous le rappelle, la chaîne, Amine PJ, supporter de la Juve, encore une fois, qui supporte, qui parle de foot européen. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Après avoir regardé cette vidéo. C'est gentil. En plus, je vais mourir plus que sur la Juve. Là, je vais parler. Là, je vais me lâcher. Je vais tout lâcher. Là, ça y est, c'est fini. Du coup, regarde, c'est très simple. La heatmap, elle est très facile, cette image. Elle est flagrante. Elle est criante de vérité. C'est la heatmap de Kylian Mbappé comparée à celle de Vinicius. Est-ce que je te rappelle, en début de match, quand on a regardé la compo, on s'est dit, attends, mais Vinicius joue à droite. Maintenant, regarde la heatmap de Vinicius et dis-moi à quel moment tu le vois sur le côté droit. À part ses points jaunes, parce qu'il est naturellement attiré par le côté gauche. Exactement. Sauf que ça fait conflit d'intérêt aussi avec Mbappé parce que lui aussi, il a tendance à pencher son jeu vers la gauche. Donc là, qu'est-ce qu'il est obligé de faire Mbappé? Il est obligé de repasser dans l'axe, tu vois. Mais il y a conflit d'intérêt entre les deux. Ces joueurs-là ont le même type, le même style de jeu. Et à part se marcher dessus, c'est ce qu'ils ont fait en permanence hier, à part se marcher dessus, il y a rien qu'ils peuvent produire ensemble. Les deux ne sont pas compatibles. Individuellement, ils sont très forts, il n'y a pas de problème, mais pour jouer ensemble, c'est très vite très compliqué. Parce que là, le problème du Real Madrid actuellement, c'est qu'il n'y a pas de penchant à droite. Qui est capable de faire la différence de ce que produit Vinicius à gauche? À droite, c'est un jeu qui est devenu stéréotypé. Voilà, c'est un jeu qui est devenu stéréotypé, c'est-à-dire que le Real Madrid, quand ils ont la balle, pour les adversaires, c'est trop lisible. Ah mais les gars, faut juste prendre Mbappé et Vinicius. Et ils sont pas à l'opposé les uns des autres. Ils sont sur le même côté. Ils sont sur l'axe gauche du terrain, tu vois. Il y en a un qui est collé à la ligne et l'autre qui est proche. Donc c'est facile de regrouper les efforts. Ils n'étirent pas
le bloc du Paris Saint-Germain. Et tu vois, alors, frérot, pour aller encore plus loin par rapport à ce que tu dis, il y a des heatmaps qui sortaient la saison qui vient de s'écouler, où tu as Vinicius, tu as Rodrigo et tu as Mbappé, qui sont tous les trois de base des ailiers gauches, on précise, hein, parce que là, on fait jouer, on voit Rodrigo à droite au Real Madrid, mais le mec, c'est un ailier gauche de base. Rodrigo à droite, qui venait contre Mallorca, je crois, c'était le premier match de la Liga la saison dernière. Tu as la heatmap, c'était à mourir de rire. C'est-à-dire qu'ils étaient tous sur le côté gauche, les trois étaient sur le côté gauche, et Bellingham qui venait là apporter du surnombre aussi, parce que les trois, ils sont là. S'il y a personne à droite, tu vas combiner avec qui à droite? Tu vas aller jouer avec qui à droite? Tu vois? Du coup, ça a été un problème de déséquilibre quasiment constant depuis le début de la saison, et jusqu'en fin de saison, ils n'ont pas réussi à régler ce problème. Et donc, ouais, la question va se poser. En fait, là, tu as des joueurs qui sont naturellement attirés à gauche. Là, Rodrigo, je pense qu'il va partir. Et ouais, Vinicius, Mbappé, normalement, ils seront là cette saison. Hein. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire? Mais on va parler aussi je vais te mettre une autre image aussi. Je suis obligé. Mais c'est la 8e minute de jeu, Massam. 8e minute de jeu. J'ai 1-0 pour Paris. Donc tu te dis peut-être une réaction d'orgueil, un sursaut, quelque chose de la part des Madrilènes. Tu souris parce qu'on rentre dans le côté étoile, mais ça vous concerne à vous. Ça vous concerne à vous. Moi, je suis là en tant que neutre, en tant qu'amateur de football, tu vois. Ouais. Là, c'est la séquence juste avant l'erreur de Rudiger. Regarde Bellingham. Regarde Bellingham. Regarde quelle solution il a apporté. À part Fran Garça qui est un peu démarqué et Hakimi qui peut le marquer à tout moment. Regarde Bellingham. Il n'y a pas de solution. Il n'y a absolument aucune solution. C'est trop compliqué. À part s'il tente une transversale sur Arda Güler, je crois, où c'est Valverde là-bas. Mais c'est trop compliqué. Et maintenant, je vais te demander de regarder le placement de Vinicius qui est hors jeu, Mbappé qui est trop proche de Marquinhos et le petit jeune aussi qui est trop proche du défenseur. C'est trop compliqué de trouver des solutions. Donc, qu'est-ce qu'il fait Bellingham? Ben, il fait une passe en retrait à Rudiger. Et ça emmène. Alors, c'est pour ça qu'on parlait de Xabi Alonso et de ce qu'il veut inculquer. Ça prendra énormément de temps parce que quand tu vois hier la prestation face au PSG, quand tu vois les phases de possession, même si elles ont été très courtes, du Real Madrid, c'est normal qu'à un moment donné, ils finissent par dégager le ballon loin devant, que Courtois fasse des longs dégagements et puis voilà. Et c'est compliqué, c'est trop compliqué parce que et avec le ballon et sans le ballon, ils ont pas d'idée. Toi, t'inspires quoi, toi, cette image là quand tu la vois? Est-ce que Non, mais lorsque je vois ça, l'impression que j'ai, c'est exactement comme ce que tu dis. En fait, l'impression que j'ai, c'est que ils savent pas encore ce qu'ils doivent faire pour beaucoup, parce que tu regardes le petit Gonzalo Garcia, miskin, t'as l'impression que ok, on m'a dit de faire quelque chose en début de match, mais il y a d'autres personnes qui occupent ma zone, donc je suis obligé d'essayer de faire autre chose lorsque le ballon il arrive dans ma zone, tu vois. Et t'as l'impression que c'est aléatoire. Tu regardes Bellingham, juste le positionnement de son corps, il est éloquent de fou. Parce qu'en règle générale, un milieu de terrain, quand tu reçois le ballon, idéalement, t'aimerais ne pas faire face à ton propre but. T'aimerais voir ce qui se passe devant toi. Mais dès que tu touches le ballon, ça, déjà, le pressing de PSG, il est agressif. Donc, forcément, t'as pas beaucoup de temps pour te décider. Mais si, en plus, t'as pas beaucoup de temps pour te décider, pour te décider, en plus, t'as pas de solution, tu fais quoi? Tu fais une passe en retrait, ça ronronne. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une erreur parce qu'il y a eu un pressing, parce que la qualité technique, en fait, beaucoup de gens pensent que les joueurs du Real ne sont pas techniques. Ils le sont. Mais quand tu t'es mis face à une certaine pression, c'est le stress aussi de perdre la balle, tout ça. Et moi, je pense que c'est ce qui est arrivé avec Rudiger sur le deuxième but. Donc, ouais, il y a plein de choses qui vont pas ensemble. Tout à l'heure, tu disais que le plan de jeu de Alonso est trop ambitieux, peut-être pour le début. C'est totalement ça. En termes de pressing, je sais pas si on a un slide pour le montrer ici, mais en termes de pressing, c'était ridicule dans le sens où tu vois la ligne là, on la voit ici. la ligne de cette image, elle est parfaite. Regardez la ligne, s'il vous plaît. Où est-ce que le Real Madrid veut se placer? Ils se prennent pour flics. Je sais pas s'ils se sont pris pour anti-flics, mais regardez la ligne de défense du Real Madrid et regardez l'intensité du pressing des attaquants du Real Madrid. Tu fais ça, c'est du suicide. Je vais rebondir dessus. J'ai choisi cette image exprès parce que regarde Mbappé. Regarde où est-ce qu'il est Mbappé. Regarde, on lui demande de presser. Mais regarde où est-ce qu'il est Mbappé. Tu vois où est-ce qu'il est Mbappé? Il est en position hors jeu. Là, c'est Vitinha qui a la balle ici. C'est Vitinha. Achraf Hakimi est en train de faire un appel dans le dos. Juste à côté, là, en bas du score, vous voyez, il y a Achraf Hakimi qui fait un appel dans le dos. Ça finit par un but, cette action. Là, j'ai pris que des images qui terminent par un but. Tu vois? Regarde Modric. Bon, on va l'excuser, il a 40 ans. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais regarde Modric. C'est un milieu de terrain. Et Modric, il est complètement à la ramasse. Il sert absolument à rien. Il est en train de marcher. Il est complètement à la ramasse. Et c'est pour ça que je disais que quand je parlais d'ADN,
Ce n'est pas des choses qui est inculquées dans le Real Madrid, de jouer haut, de presser haut et de presser collectivement. Voilà, c'est des efforts qui sont fournis toujours individuellement. Et on le voit, cette image, c'est criant, c'est trop facile pour le Paris Saint-Germain. Attention, on n'enlève rien à la qualité du PSG. On dit pas que les 4 buts, les Madrilènes les ont donnés. Non, le PSG, c'est très très fort techniquement. Ce qu'ils font, ils ont un jeu qui est mis en place. Luis Enrique est un super coach. Ce qu'il arrive à faire, c'est extraordinaire avec cette équipe-là. Mais voilà, ils ont aussi un petit peu donné le bâton pour se faire battre. Parce que quand tu vois Valverde, les positionnements de Mbappé, Tchouaméni, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est-à-dire que Vitinha a tout le temps du monde pour lever la tête et pour lancer Achraf Hakimi en profondeur. Mais si le Real Madrid laissait du temps à Vitinha en jouant bloc bas, Hakimi n'aurait certainement jamais reçu ce ballon. Mais quand tu positionnes... Voilà, quand tu positionnes ta défense aussi haute, là on le voit, hein, la défense centrale, ils sont là. Quand tu prends l'initiative de monter aussi haut, tu ne peux pas laisser autant de temps de jeu à Vitinha, balle au pied. Là, il a le temps de contrôler, lever la tête, voir le départ d'Hakimi, lui mettre parfaitement en profondeur. Et dommage, on peut pas montrer les vidéos, mais la suite, frérot, c'est un 2 contre 1. Les gens qui ont vu le but, ils savent c'est quoi la suite. Je veux dire, tu regardes l'alignement, je sais pas, à quoi est-ce qu'ils jouent là, en fait, en termes d'alignement? Parce que les gars du PSG, ils quittent tous de leur camp, en fait. Parce que le Barça, pour ceux qui font le parallèle, les supporters du Barça, la plupart qui vont regarder cette vidéo, vous savez, tous les gars, comment on joue. Lorsque le Barça a une ligne aussi haute, au niveau de la ligne médiane, la ligne défensive, je veux dire, mais les gars de devant, ils sont en train de presser comme des dératés. Les milieux, ils sont en train de presser comme des dératés. Chacun est sur un marquage à la culotte. Il y a personne qui est là en train de trottiner. Personne. Et c'est pour ça que si tu prends ces risques-là de jouer haut, mais c'est pour récupérer les ballons très haut. Et si tu presses aussi haut, tu as une ligne aussi haute et que tu laisses les adversaires dans un fauteuil, et il se passe exactement ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid lorsqu'il y avait le 4 buts partout au match allié de Copa, il me semble. Ce jour-là, je pense que le Barça, c'est ce qu'ils ont fait. Lors de l'égalisation, il y avait le 4-4 à la fin. Ben, tu vois, tout le monde qui remonte, le bloc, dernière action du match, hein, le Barça gagne 4-3, t'imagines. T'as aucun intérêt à le faire, mais juste dans leur logiciel, Flick a mis ça qu'il faut absolument presser, il faut absolument, je veux dire, monter la ligne. Sauf que les défenseurs, ils sont montés, mais les attaquants, ils n'ont pas suivi à la 94e minute. Et les attaquants, ils n'ont pas pressé. Normal, ils étaient un peu fatigués aussi. Pendant tout le match, tu as couru pour remonter un score t'étais mené 2-0 ou 3-0, je sais plus. Tu vois? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les attaquants, ils pressent pas, et l'Atlético Madrid, ils ont une occasion, mais exactement comme celle-ci, frère. Et ils vont égaliser à la dernière seconde du match. Donc ouais, c'est des choses qui vont peut-être prendre du temps à se mettre en place au Real avec Alonso, mais dans sa philosophie de jeu, il veut que son équipe joue haut. Mais si t'as pas, en fait, les joueurs, en termes d'attitude, tout à l'heure, tu me montrais la hitmap de Vinicius et de Mbappé qui font un peu ce qu'ils veulent au bout d'un moment. Tu vois qu'il se déplace. Mbappé, je sais pas si la consigne était qu'il joue à gauche, ou c'était, je pense que c'était le cas. Vinicius, pour le coup, la consigne était qu'il débute à droite. On l'a vu, c'est drôle de le voir à droite. Et tout de suite, au bout d'un moment, il s'est décalé, il est venu à gauche. Et ça, ils le font parce que sur le terrain, il est pas à l'aise, là. C'est ça. T'as tout dit. Il est pas à l'aise. C'est pas son football. C'est pas lui, c'est pas Vinicius. Vinicius, quand il a 2 doigts de gagner le Ballon d'Or, il est ailier gauche. Il est ailier gauche, tu vois ce que je veux dire? Et c'est l'essence même du Real, c'est la star, c'est le seul. Mais moi, je suis désolé, maintenant on va parler un petit peu de Mbappé, parce qu'on est obligé de parler de Mbappé et de ses statistiques individuelles. On va ressortir déjà une phrase qu'il a sortie. Désolé, j'ai l'impression que je suis un hater de Mbappé, mais je suis pas un hater de Mbappé. C'est un bon joueur, de football, il y a pas de problème. Il a des qualités, il fait des choses qui sont très très bien dans le football, il y a aucun souci. Mais les gars, quand tu dis des choses en interview, tu dois les assumer derrière. Tu ne peux pas venir devant les caméras et dire non, moi j'ai pas besoin de travailler mes points faibles parce que c'est une perte de temps pour travailler mes points forts. Parce qu'à partir du moment où tu tiens ce discours-là, tu dois modifier au moins 90% des ballons que tu reçois lors d'un match de foot. Et là, vous le voyez, perte de balle 8. Il a touché 27 ballons, il a perdu le ballon 8 fois. C'est quand même incroyable. Il n'a pas réussi. D'accord? Et il a pas réussi. Alors, il y a une musique qui s'est lancée là, je sais pas. C'est toi? Ah, tu me trolles. Bien joué. Non, mais bien joué. Non, mais, pour reparler encore de Kylian, duel au sol.
Duel au sol. Moi, je suis pas dans ça. Mais... Bon, j'arrête de troll. Je te laisse parler, vas-y. Les duels qu'il a eu, du coup, il y en a eu 4, il en a remporté qu'un seul, et AR1, il en a pas remporté. Il en a remporté aucun. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, je sais bien que tu es ultra confiance en toi, mais la confiance ne doit pas te faire manquer d'humilité. Tu n'es pas Messi. Tu n'es pas Messi, tu ne seras jamais Messi. Tu n'es pas Neymar, tu ne seras jamais Neymar. Tu n'auras jamais la qualité de Neymar, tu n'auras jamais la chirurgie, parce que Messi était chirurgical, Messi était extraordinaire balle au pied en termes de dribble. Messi est extrêmement fort, Messi est le meilleur joueur de tous les temps, j'ai pas de mal à le dire, tu vois. Tu n'es pas Neymar et tu n'es pas Cristiano Ronaldo, parce que il y en a qui le comparent à CR7. CR7 te faisait gagner des matchs. Frère, CR7, que tu le veuilles ou pas, dans le jeu de tête, dans tout, dans l'athlétisme, frère, c'est un athlète de fou. Mais le pire dans tout ça, le pire dans tout ça, juste pour finir mon propos, après je te laisse parler, le pire dans tout ça, frérot, c'est que Cristiano Ronaldo faisait des efforts. Qu'on le veuille ou non, Cristiano Ronaldo sur le terrain a toujours été humble. Moi, j'ai vu des matchs de CR7 à la Juve où des fois, il était même ramasseur de balles quand son équipe était en difficulté. Il était tellement obnubilé par la balle que quand on est à l'extérieur et que les ramasseurs de balles essaient de gagner un peu de temps, il courait pour la récupérer pour que la touche soit jouée vite. Je l'ai vu s'embrouiller plein de fois parce que ça a toujours été un exemple sur le terrain de combativité, de démonstration, et là, il s'est toujours donné à 200%. Mbappé, je suis désolé, tu n'as pas la qualité, tu n'as pas le talent nécessaire pour pouvoir courir seulement quand tu as le ballon dans les pieds. Voilà, c'est aussi simple que ça, et tu ne l'auras pratiquement jamais, parce que même si tu es un bon joueur, tu es limité, parce que tu es prévisible, tu vas mettre tes buts, il mettra ses buts en Liga, il n'y a pas de problème, il mettra ses buts, mais le football est un sport collectif. Tu ne gagnes pas des trophées en devenant pititi. Tu gagneras un trophée individuel, c'est bien pour toi, mais le musée du Real Madrid, le musée du Real Madrid restera vide, malheureusement. Sauf si tu changes de mentalité. D'autant plus que tu fais le parallèle. Je te laisse terminer, vas-y. Oui, voilà, j'allais dire, sauf si tu changes de mentalité. Mais c'est vrai que Xabi Alonso, c'est facile de l'incriminer, mais pour moi, ça, c'est l'élément déclencheur aussi, part aussi de Mbappé, parce que si tu demandes un pressing collectif à ton équipe, si le premier qui est en pointe ne presse pas les défenseurs adverses pour récupérer le ballon haut et montrer l'exemple à ses coéquipiers, non, ça va pas le faire, parce que quand tu défends pas, quand tu presses pas à 5 ou à 6, qu'il y en a un qui manque, c'est beaucoup trop facile, surtout avec la qualité parisienne qui est en face, de ressortir le ballon. C'est beaucoup trop facile. Un pressing se doit d'être collectif. Et là, voilà, quoi, à part des individualités, pour moi, non. Pour moi, Mbappé, il faut qu'il change, il faut qu'il progresse, il faut qu'il change de mentalité. S'il reste comme ça, il s'enfonce dans un gouffre. C'est clair. D'autant plus qu'il avait fait une interview où il expliquait que, de toute façon, c'est pas un mec qui s'est pressé, c'est pas un mec qui aime presser. En gros, il disait que lorsque tu es footballeur, tu as des qualités, tu as des défauts, ben, c'est peut-être mieux d'encore plus maximiser tes qualités que d'essayer de travailler tes défauts. En gros, ce qu'il expliquait par là, c'est que il a jamais été un mec qui presse, donc, au contraire, c'est un mec qui marque des buts. Donc, pourquoi ne pas essayer de marquer encore plus de buts pour un peu, entre guillemets, maquiller le fait qu'il ne presse pas. Mais dans le foot de très haut niveau, dans le football collectif, surtout d'aujourd'hui, ça marche pas, ce genre de choses. À l'époque des Messi, il y avait des collectifs de fous furieux autour de lui à Barcelone. T'avais du Xavi, t'avais du Iniesta, t'avais du Busquets, t'avais des mecs qui faisaient la différence, même Rakitic parfois qui comblait pour lui. Tu peux te permettre de marcher. D'autant plus que quand t'as le ballon, frère, tu élimines 50 personnes. Mais là, Mbappé, il court pas, il presse pas, et il veut faire croire aux gens d'or que ça règle tous les problèmes. Mais ça règle pas tous les problèmes parce que frérot, t'as été soulier d'or, mais t'as gagné quoi comme trophée collectif? Rien du tout. D'autant plus que lorsqu'il était au PSG, cette image, elle est marquante. Il était au PSG. Il a fait un discours, une interview limite pour se moquer du PSG en mode, ah, vous savez, si je voulais gagner Ligue des Champions, je serais parti loin du PSG. Il avait dit ça. T'imagines? Son équipe a investi des millions et des millions et des milliards pour essayer de l'entourer. Ils ont ramené ses potes au PSG justement pour qu'il essaie de gagner la Ligue des Champions avec eux. Il se barre du PSG. Jusqu'à il se barre, le PSG gagne la Ligue des Champions. Et quand il arrive dans sa nouvelle équipe, et comme par hasard, cette équipe-là, collectivement, bim, elle commence à sombrer. Je pense qu'il y a une relation de cause à effet au bout d'un moment. Je pense que plein de Madrilènes sont conscients par rapport à ça. D'autres qui le sont beaucoup moins, essaient toujours de dire on peut pas remettre la faute sur un mec qui t'a mis 40 buts la saison. On peut pas remettre la faute sur un mec qui marque les rares fois où le Real est bon. Mais peut-être ça, c'est peut-être pour lui que c'est bien.
pour vous, est-ce que c'est vraiment bien? C'est la question qu'il faut se poser aussi quand des supporters du Real. Après, bien sûr, ça veut pas dire qu'on doit tout remettre sur lui et que c'est lui la cause, l'alpha et l'oméga de tout. Il y a d'autres problèmes. Lorsque Rudiger fait le clown et qu'il donne le ballon directement comme ça à l'adversaire, c'est pas Mbappé. Lorsque Asensio fait le clown, lui aussi à remettre une passe dans la surface, c'est pas Mbappé. Mais si au moins ça allait offensivement. On a vu le Barça. Le Barça a eu des actions de clown aussi en défense la saison qui vient de s'écouler. Ça les a pas empêchés parfois de mettre juste toujours un but de plus que l'adversaire. Ça finissait parfois sur des 4-3, sur des 3-2, des trucs comme ça. C'est pas parce que t'encaisses que t'es pas censé savoir réagir. Et ça, le Real ne l'a plus sous Mbappé. C'est ça le problème. Ouais. Mais pour juste appuyer tes propos, après je finirai sur ça, j'ai juste une dernière phrase concrètement. Voilà, c'est vrai, tu as tout dit. Le problème de ce joueur-là, c'est comme tu as dit, c'est qu'il aime pas faire les efforts, il aime pas me presser et tout ça. Quand il est dans un bon jour et qu'il marque des buts, ça va masquer. Comme tu as dit, ça va masquer ce manque d'effort. Mais quand il est dans un mauvais jour, mais t'as l'impression que le Real joue à 10. Ouais. Et puis, parce que le Real, c'est des individualités. Mais lui, quand il est pas là, quand il est pas bon, t'as l'impression qu'en fait, c'est juste un gâcheur, un gars qui va récupérer la balle, qui va louper son action, et bim, on dirait ça devient un poids mort, limite un poison quand il est pas bon. Et quand tu accumules ça au fait qu'il est pas compatible avec Vinicius, tu as direct 2 poids morts. Tu vois, et face aux grandes équipes, tu peux pas te permettre d'être considéré comme jouer à 8 ou à 9, c'est pas possible. Tu as besoin d'un 11 en bon état, un collectif, quelque chose qui voilà, va créer des choses, va presser ensemble. Mais le problème c'est ça, c'est quand ils sont dans des mauvais jours, quand c'est des gros matchs, laisse tomber, t'as l'impression que t'as pris des cartons rouges. Là, moi, je suis sûr que les Madrilènes hier, ils étaient surdominés dans tous les compartiments, ils se sont dit, mais attends, on joue à 10, on joue à 9. Tu sais, des fois, je sais peut-être pas avec le Barça, mais nous, avec la Juve, des fois, on avait la sensation que tellement on était dominé d'être réduit à 10. On vérifie limite sur des appuis internet si on n'a pas pris un carton rouge lors de la rencontre. Mais c'est juste parce que quand t'as des joueurs qui sont pas dedans et qui font pas les efforts défensivement, parce que tu peux ne pas être dans un match. Voilà. Comme là, sur cette image, tu vois les efforts, frère, ils marchent, T'as l'impression, c'est voilà, tout le temps. L'équipe étant, et moi, je te jure, frérot, j'aurais été supporter de Real, j'aurais pété ma tête sur un mur. Parce que ça m'exaspère au plus haut point. Moi, tu vois, un joueur dans mon équipe, ok? Il peut ne pas être bon. Il peut ne pas réussir à rater des trucs de fou devant le but. Il y a pas de souci. Mais si je vois que tu te donnes à 2000%, vraiment, mais c'est juste parce que t'es nul, en fait. Ça peut encore passer. Évidemment, je vais te pointer du doigt, mais ça peut passer. Mais si t'es nul, d'accord, même si tu me mets 50 buts, mais que dans l'attitude, frérot, t'es en train de marcher tout le temps, insupportable, comme si t'as gagné 50 Ligues des Champions avec mon équipe, tu nous as fait gagner des Ligas de fous, moi, ça me dérangerait. Et je pense que là, une grande majorité des supporters du Real Madrid ouvrent les yeux, enfin, sur lui. Mais il y a toujours d'irrésistibles personnes qui pensent que non, c'est pas lui, on abuse le contexte, sur lui, tu vois. Le contexte que tu soulignes, en plus, c'est intéressant parce que, oui, si t'es, par exemple, l'Atlético Madrid, que tu gagnes rien sur une saison et qu'un joueur arrive et met 50 buts, t'es aux anges. T'es aux anges, tu lui dis OK. Mais là, on parle d'une équipe qui sort vainqueur de la Ligue des Champions. On parle du champion tu vois, enfin, la saison dernière, hein, je parle pas cette année, tu vois. On parle la saison dernière, elle a gagné la LDC, cette équipe-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué, en fait. Tu peux pas te dire, non, mais en fait, je suis satisfait. Non, le Real Madrid, c'est Ligue des Champions. Voilà. Le Real Madrid, pour être content, pour être satisfait pour un Madrilène aujourd'hui, pour nous, la Juve, c'est de gagner la Serie A pour qu'on soit satisfait. Ça devrait être la norme. Pour les Madrilènes, c'est de faire un très bon parcours en LDC. C'est au moins d'arriver en finale. C'est ancré dans leur ADN. Et là, être satisfait du rendement de Mbappé, oui, j'ai mis 45 buts, j'ai fini Pichichi. Ah non. Non, les gars, vous êtes pas madrilène. Vous êtes supporter de Mbappé. Mais vous n'êtes pas madrilène. Vous êtes juste supporter de Kylian Mbappé. C'est tout, les gars. Parce que si vous respectez les cuissons, si vous respectez l'institution qu'est le Real Madrid, vous devez pas vous satisfaire d'une saison aussi médiocre sur le plan collectif. Sinon, vous supportez Mbappé. C'est tout, les mecs. Après, oui, voilà. Après, je sais que c'est dur pour vous de reconnaître que Florentino Pérez a perdu énormément de temps avec Mbappé parce qu'il est pas compatible avec Vinicius. À un moment donné, je pense que vous allez devoir faire un choix. Soit Mbappé, soit Vinicius. Mais les deux ensemble, ça sera très compliqué. Mais pour moi, celui qui a fait ses preuves pour l'instant à Madrid, il est à droite de la photo. C'est Vinicius. C'est celui qui a fait le plus ses preuves à Madrid. C'est celui qui a amené des titres au Madrilène. Mbappé, il a fini Pichichi, mais collectivement, il a encore rien prouvé. Donc voilà, bonne chance. D'ailleurs, je trouve que les Xabi Alonso pour essayer de trouver un lien entre les deux, mais ça s'annonce très très compliqué.
Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'autant plus que moi, je trouve qu'il y a plein de Madrilènes qui ont vraiment la mémoire courte par rapport à Vinicius. Attends, je sais pas. Vinicius, frère, il leur a fait gagner combien de Ligue des Champions? Ok, du coup, pour toi, c'est quoi la solution par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'ils vont finir? Après, je pense que pour cette saison, ça va partir. Il y a personne qui va partir. Hein. Je pense que là, ça serait un gros aveu de faiblesse de dire on se sépare de l'un d'eux. De toute façon, Mbappé, il est là pour longtemps. Hein, de toute façon, ça serait plus Vinicius qui serait menacé. Du coup, comment est-ce que tu vois leur saison cette année? Xabi Alonso qui va désespérément essayer de faire cohabiter les deux. Il va essayer plusieurs choses, plusieurs schémas, mais il va essayer désespérément de faire cohabiter les deux parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tu ne peux pas faire un choix entre les deux quand tu es au Real Madrid. C'est triste ce que je dis, mais c'est la vérité. Demain, si tu as un match de Ligue des Champions Real Madrid-Liverpool, tu peux pas te permettre d'en mettre un sur le banc, même si tu sais que les deux ont du mal à coexister, parce que ça serait créer des dramas de malades. C'est comme si toi, demain, imaginons si Nico avait signé, tu aurais dû faire le choix entre Nico ou Yamal. Alors tu fais parle pas de Nico, parle plus de Nico. Toi, parle plus de Nico sur cette chaîne. T'as compris? Je veux plus qu'on entende parler de Nico sur cette chaîne. Plus jamais. Pardon. La vie viendra en 2035. En 2035, vous inquiétez pas, il sera dévotré, il sera gratuit. Mais voilà, donc Xabi Alonso va désespérément essayer de les faire cohabiter tous les deux et on verra ce que ça va donner. Ouais. Ça va passer sur des matchs, Martial, tu le sais tout autant que moi, ça va passer. Ils ont gagné des matchs cette saison-là, le Real Madrid. Ils ont fait quand même, tu vois, la qualité un beau individuelle fait en sorte qu'ils vont réussir à battre 80%, 70% Bien sûr. des petites équipes. Mais collectivement, face aux gros, ils risquent d'être confrontés au même problème, comme tu dis. Avec le football moderne, à un certain moment, à un certain niveau, quand les choses vont se corser, ça va devenir très sérieux. Ce sera extrêmement dur de s'imposer face aux équipes qui sont rodées, qui sont fortes techniquement, qui sont en place, qui ont des joueurs extraordinaires. Et là, je peux parler du PSG, qui ont un latéral droit exceptionnel qui va gagner le Ballon d'Or. C'est très compliqué. Et Xabi Alonso, il va essayer de composer. Alors oui, il a pas Pedri, oui, il a pas De Jong, oui, il a pas Yamal ça lui aurait facilité les choses. Le style de Xabi Alonso colle plus avec une équipe qui a l'ADN du Barça plutôt que celle du Real Madrid. Est-ce que Florentino Pérez, c'est vrai. Exactement. Xabi Alonso, il est fait pour une équipe comme le Barça, en fait. C'est ça. Exactement. Est-ce que Florentino Pérez va lui laisser du temps? Je pense que oui. Je pense que Florentino Pérez fera confiance. Je pense qu'il lui fera confiance. Je pense très honnêtement qu'il lui fera confiance parce que là, je vois pas qui pourrait prendre le Real Madrid. Hein. Je sais, mais je vois pas qui pourrait prendre la relève. Je ne vois pas. Très honnêtement. Moi, je pense sérieusement il y a saison blanche. Il y a saison blanche en fin de saison. Le Real se fait tartiner une nouvelle fois dans les gros matchs. Je pense pas qu'Alonso est resté. Moi, je parle rester la saison. Hein. Après, je crois qu'il va rester. Bien sûr, il va rester. Voilà. Moi, je parlais pas de se faire. Je pense qu'il va lui laisser le temps. Et il va pas le virer en cours de saison. Après, ça dépend. Ça veut dire, supposons que le Real à la mi-saison, ok, ils sont décrochés de la Liga, ils ont déjà perdu la Liga, Ligue des Champions, ils se sont déjà mangé 3, 4, 5 tartes et limite ils sortent même pas de la phase de groupe. Pas sûr ça risque de faire une Lopetegui en fait ou un Solari, un truc comme ça. Dans ces cas-là, oui. Un coach qui arrive avec une philosophie de jeu, qui essaie d'implémenter des trucs, il se mange des tartes, il lui laisse pas le temps de mettre en place son truc. Hein. Ils attendent même pas à la fin de saison. C'est comme ça chez eux. Dans ce cas de figure, je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'il le laisserait jusqu'à la fin de la saison, mais il faudrait un cataclysme vraiment pour que le Real soit décroché et perdu déjà la Liga en décembre ou en janvier. Tu vois, c'est quand même là, ça serait vraiment quelque chose pour moi d'inconcevable parce que encore une fois, individuellement, Mbappé mettra ses 30 buts, Vinicius fera la différence contre les petites équipes, ça passera. On le dit et on le répète, ça passera. Attention, là, ce qu'on est en train de faire, c'est une analyse du Real dans les gros matchs face aux gros, comment on pense que ça va se dérouler. Mais face aux petites équipes, ça sera la même saison qui a été produite maintenant. Mais après, attention, voilà, pour aller chercher le Barça, il faut plus que des individualités. Il faut un collectif. Il faut un collectif et un collectif qui est bien rodé, qui est bien huilé. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on va conclure là-dessus. En tout cas, frérot, merci d'être passé sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, les amis, Amine a une chaîne YouTube sur la Juventus, mais il essaie de s'ouvrir de plus en plus sur le Real Madrid, sur le Barça. Il va faire des vidéos sur le Barça. Je vais l'obliger à faire des vidéos sur le Barça, vous inquiétez même pas. Donc, allez vous abonner à sa chaîne. Très bon analyste, de très belles, franchement, de très bons arguments, comme vous l'avez écouté sur
sur cette vidéo. Allez-y, sa chaîne sera en description et la vidéo du débrief du Real Madrid déjà là-dessus. Vous pourrez commencer dessus. Et puis voilà, on va continuer ce type de vidéo ensemble avec lui. Et vous inquiétez pas, on va continuer aussi les vidéos avec Loguito sur la chaîne. J'ai envie de tester, de m'ouvrir encore plus, vous voyez. Mais les vidéos avec Amine, ça va être beaucoup plus foot, peut-être hors Barça, peut-être même sur le Barça aussi, on pourra en faire, vous voyez. Sur le Real, au-delà du Real, je ne pense pas que je vais m'étaler sur d'autres clubs comme la Juventus. Je suis désolé, frère, je vais pas parler de la Juventus sur la chaîne. qui regarde la Juventus à part toi? Pardon, c'était gratuit. mais non, il y a quand même des fans de la Juve. Il y a quand même des fans de la Juve, c'est vrai que c'est tellement mérité, mes frérots, c'est tellement mérité ce que tu dis. Non, mais je te laisse continuer, mais je comprends tellement, frère. Oh là là, t'as résumé mes 4 dernières années. La vérité, mes 4 dernières années. Non, mais c'est réel. Je suis désolé, mais c'est réel. Si demain il y a Juventus Real Madrid, comme hier, je dis comme hier, comme la dernière fois, bien sûr, si le Real perd, je précise bien, parce qu'on est en mode hate watch ici, si le Real gagne, on ne fera pas de vidéo sur la chaîne, vous me connaissez. Mais si le Real se fait tartiner par la Juventus ou je sais pas moi, par un club italien ou un autre club, ça sera l'occasion avec Amine de revenir dessus et d'en parler sur la chaîne, donc même sur sa chaîne aussi. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller vous abonner. Donc merci Amine encore une fois d'être passé et j'espère qu'on se recapte très rapidement. Et n'oubliez pas de venir sur Twitch parce que sur Twitch avec Amine, on est très régulier pour le coup. Donc sur Twitch, il y aura des live réactions des matchs, tout ça. Donc voilà. Non, moi je voulais te remercier Massiane pour la considération déjà que tu fais à mon égard, c'est très gentil. Donc merci beaucoup pour les opportunités, faire des lives avec toi, c'est toujours un plaisir, faire des vidéos YouTube avec toi, c'est toujours un kiff aussi. Donc voilà, merci beaucoup et j'espère qu'on collaborera encore ensemble pendant plusieurs mois et merci énormément et merci aussi à la communauté barcelonaise qui me donne un peu de force aussi. Donc merci beaucoup, merci à tous et c'était un plaisir, Et sur Twitch, abonnez-vous si vous avez des Amazon Twitch Prime et tout ça, c'est gratuit. Abonnez-vous sur la chaîne de Massiane parce qu'il essaie de faire du contenu de plus en plus, d'être de plus en plus régulier, améliorer son setup aussi, c'est des choses qui viendront aussi dans le futur. Donc n'hésitez pas. Ouais, regarde, je suis dans le noir. Je suis dans le noir. Voilà. Donc s'il vous plaît les amis, voilà, on fait du contenu, on fait des débats, on fait des live match réactions, c'est animé, on discute énormément aussi avec vous le chat. Attention parce qu'il y a des streamers quand ils sont sur Twitch, ils sont focalisés que sur leur jeu ou leur match. Nous non, on est là pour échanger, on apprend à se connaître, vous apprenez à connaître Massiane aussi. Donc c'est super intéressant les gars les lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas une seule seconde et là faites péter aussi cette vidéo aussi s'il vous plaît, mettez des likes, mettez des commentaires, faites-nous kiffer les frères et merci énormément pour le soutien. Merci beaucoup la famille. Allez, on se reprend très vite. Merci encore Amine pour la force, c'est très sympa de ta part. Et c'est ça, on se retrouve très vite. Prenez tout soin de vous tout le monde et à très vite.